Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM Monac. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, on va combien d'années en arrière pour le brin d'histoire? On va pas loin, on va 70 ans en arrière. On va parler des États-Unis d'Amérique et d'une période sombre de l'histoire contemporaine des États-Unis. C'était la période dite du macartisme. Tu as entendu parler de Joseph McCarthy? Le mec qui a lancé la bombe atomique. Non, c'est pas le mec qui a... Là, c'est MacArthur. Ça, c'est le général oui, MacArthur. ça, c'est le général MacArthur qui était le commandant des forces américaines dans le Pacifique. Et après la guerre, c'est lui qui a même renversé les troupes japonaises. C'est lui, après, qui avait assuré... Il voulait lancer une troisième bombe. Oui, lui, il était pour la troisième bombe. Non, mais Joseph McCarthy, MacArthur, en fait, pour le général, c'est MacArthur. D'accord. Mais McCarthy, Joseph McCarthy, c'était un sénateur du Massachusetts. C'est un sénateur qui n'était pas très connu du grand public. C'était quelqu'un qui avait la réputation d'être un bon vivant, comme tout bon Américain originaire d'Irlande, fervent catholique, bon vivant, un gros buveur aussi, selon les témoignages. Et jusqu'en 1950, personne ne le connaissait. Et le 9 février 1950, dans une petite ville de Virginie occidentale, ce sénateur-là va donc décider de s'attaquer au communisme. Et comment il va le faire? Au cours d'une conférence, il va brandir une liste dans laquelle il disait que figuraient des noms d'Américains, donc des fonctionnaires de l'État américain, qu'il soupçonnait de collusion avec le communisme. Il faut bien se rendre compte qu'en 1950, on est juste après la Seconde Guerre mondiale et on est en pleine guerre froide. Et donc, à son grand étonnement, Joseph McCarthy, quand il fait cette conférence dans une petite ville de Virginie occidentale, c'est un petit État, il ne pensait pas que, évidemment, ses propos allaient avoir un élan national. Et à son grand étonnement, comme je le dis, donc, ses propos sont repris par la presse locale, puis la presse nationale. Et donc, il commence à faire la une des journaux. Et le président Harry Truman, qui est dans son deuxième mandat, rapidement commence par faire un démenti. Pas un démenti, en fait. Il sort un communiqué dans lequel il explique au sénateur, il explique au grand public, il réagit par rapport aux propos du sénateur McCarthy en expliquant que effectivement, il avait constaté que il y avait parmi les fonctionnaires américains un certain nombre d'entre eux qui auraient des espèces de sympathie avec l'Union soviétique. Et il ne faut pas se rappeler, et il ne faut pas aussi oublier, peut-être que beaucoup d'auditeurs l'ignorent, en 1950, il y avait un parti qu'on appelait le Parti communiste américain. Et ce Parti communiste américain-là était même fort d'à peu près 70 000 personnes. C'est un parti qui va être balayé notamment durant les années 60 parce qu'il va être soupçonné d'être un peu comme des partis suprémacistes blancs aujourd'hui, c'est-à-dire que ce parti communiste-là envisageait implanter la guerre froide à l'intérieur du territoire américain, donc à créer une véritable seconde guerre de sécession en quelque sorte, une seconde guerre civile. Mais bref, et donc dans les années 50, donc lorsque McCarthy fait cette annonce, et ensuite elle est reprise par la presse locale, et le président Harry Truman qui réagit face à cette annonce-là, celui-ci a déjà une visibilité. Grâce à cette annonce, il acquiert une visibilité nationale. Et puis 2 ans plus tard, en 1952, lorsque le président Dwight Eisenhower, qui était le commandant en chef des forces alliées, notamment c'est lui qui avait coordonné notamment l'arrivée des troupes alliées en Normandie, lui, lorsqu'il accède au pouvoir, il accède dans une période où, quelques mois plus tard, il y a aussi un raz-de-marée républicain. Le Parti républicain gagne de manière triomphante ces élections sénatoriales et le jeune député, le jeune sénateur Joseph McCarthy va donc être réélu. Et donc, il ne faut aussi pas oublier que dans ce raz-de-marée républicain se fait aussi en écho avec notamment l'arrestation des époux Rosenberg. C'était un couple de scientifiques américains, notamment qui avait été soupçonné, ils travaillaient, je crois que l'un était scientifique,
et la femme travaillait, je crois, au FBI. Et donc, eux, ils sont accusés dans la foulée d'avoir livré des informations top secrètes à la Russie. Ce sont eux, notamment, que le gouvernement américain accuse d'avoir livré en réalité les secrets de la bombe atomique aux Russes. Et donc, c'est dans cette foulée-là que va naître une espèce de psychose, une hystérie même quasiment, qu'on peut dire à l'égard des communistes par les Américains. Et donc, ce Joseph McCarthy va donc surfer dans cette vague-là. Et donc, il va hériter d'une sous-commission, ce qu'on appelle la sous-commission aux enquêtes permanentes, c'est-à-dire que c'est une sous-commission sénatoriale qui aura pour tâche de suspecter, de traquer, d'épier, de rechercher tout communisme, même non avéré, hein, même il suffisait d'être soupçonné, rien que soupçonné, d'avoir une sympathie, même pas que on avait la preuve que tu avais effectivement des contacts avec des communistes. Non, une fois que tu étais soupçonné d'avoir des sympathies communistes, eh ben, tu étais immédiatement traqué par cette sous-commission de Benedict McCarthy. Et donc, au fur et à mesure, en 1952, il acquiert cette commission et donc il commence à traquer tout le monde. On commence par l'administration fédérale, les fonctionnaires, quel que soit le statut qu'ils ont, tous sur la base de simples dénonciations. Donc il suffisait que moi, d'après je n'aime pas te voir, et bien j'appelais la sous-commission McCarthy pour dire que je te soupçonne de communiste. Je n'apporte pas de preuves, mais c'est largement suffisant pour que l'État te tombe dessus et te demande même parfois d'aller jusqu'à démissionner de ta fonction. Et donc, il va avoir les fonctionnaires qui vont d'abord dans un premier temps, et puis après ça va s'élargir. Là où ça va devenir totalement aberrant, c'est que Joseph McCarthy va aller jusqu'à traquer les artistes. Et c'est là où, à partir des... Là, j'avais suivi à partir des un artistes, film sur un grand réalisateur qui exactement, avait été... Joseph Tombaugh. À partir de là, il va y avoir les premiers relents de résistance. Et l'un des acteurs qui va le plus résister, notamment à Joseph McCarthy, c'est l'acteur Kirk Douglas, le père de Michael Douglas. Il faut savoir que Kirk Douglas, lui, il est d'origine de l'Europe de l'Est, il est d'origine ukrainienne, il s'appelait de son vrai nom Issur Danielovitch. Et donc, lui, c'est justement pour éviter d'être, dans un premier temps, frappé par le macartisme, parce que du fait de son nom, on pouvait même déjà dire qu'il y avait de fortes probabilités qu'il soit russe, et donc qu'il soit russophone, même s'il comprenait le russe, et qu'il ait donc une possibilité donc, d'avoir des sympathies pour l'Union soviétique. Et donc, lui, il était jeune acteur pour ne pas pénaliser sa carrière, et donc il avait décidé justement de changer de patronyme et de s'appeler Kirk Douglas, qui ressemblait beaucoup plus à un nom américain typique. Et donc, lui, il va être le premier véritablement à s'opposer. Il va s'y opposer. Pourquoi ? Parce que en 1959, il était évidemment le producteur du film Spartacus, pour lequel il va même obtenir un Oscar. Eh ben, il avait embauché Dalton Trumbo, qui était justement un scénariste qui était blacklisté par Joseph McCarthy. Ouais. J'ai regardé le documentaire sur le scénariste. Voilà. Et donc, de ce fait, Joseph McCarthy va donc s'attaquer à Kirk Douglas en l'accusant de collusion de sympathie avec un agent qui est aussi accusé de sympathie avec le communisme. Et donc, à partir de là, il va y avoir une véritable campagne. Les deux hommes vont s'affronter par médias interposés. Et très vite, évidemment, Kirk Douglas va commencer à remporter. En fait, il va remporter cette bataille-là sur le biais de la notoriété. Parce que très vite, un certain nombre d'artistes, notamment ceux qui étaient blacklistés et ceux qui ne l'étaient pas, et qui vont commencer à se dire qu'il faut quand même que ça suffit. On a attaqué les fonctionnaires, on a attaqué tous les corps intermédiaires, les syndicalistes, etc. Maintenant, on attaque même les artistes. Donc, tous ceux qui... Même des gens qui n'avaient jamais rencontré un communiste de leur vie, du simple fait que peut-être dans un film, ils aient parlé d'une façon ou d'une autre d'un communiste, ou qu'il ait donné une espèce d'image qui l'aurait laissé supposer qu'il a à ce moment-là eu une sympathie pour l'Union soviétique, eh bien, cet artiste-là se trouvait immédiatement blacklisté et aucun n'était à l'abri, que ce soit dans le monde du cinéma, les producteurs, les scénaristes, les metteurs en scène, dans le monde de la peinture, dans le monde de la littérature, ça va être terrible. Et donc, beaucoup d'artistes américains vont être blacklistés jusqu'à ce que Kirk Douglas se lève et dise que, écoutez, ça suffit. Même lorsque, officiellement, on va mettre un terme à la sous-commission d'enquête permanente en 1954, néanmoins, si tu veux, le courant qui
avait été suscité par ce sénateur McCarthy va continuer à s'imposer. Donc il va y avoir de manière totalement insidieuse une forme de prorogation de ce macartisme-là. C'est-à-dire que si tu étais soupçonné de... Voilà, tu n'avais pas la possibilité de travailler alors que légalement tu avais le droit de le faire. Mais non, comme c'était déjà devenu une espèce d'habitude qui s'était imposée, ces gens-là avaient du mal à travailler. On estime que environ jusqu'à 4 millions d'Américains, toutes couches sociales confondues, ont soit perdu leur emploi, c'est-à-dire qu'ils ont été licenciés, soit ils avaient dû décéder. On a même des cas où on a eu des personnes qui se sont suicidées. Et l'acteur le plus célèbre des États-Unis qui a été véritablement victime du macartisme, c'est Charlie Chaplin. Il faut savoir que lui, il aura été attaqué de collusion pour le communisme parce que lui, il estimait que l'Amérique étant le pays de la liberté, chacun était donc libre d'adhérer à l'idée qui était au choix qui était le sien. Donc, au contraire, on devait combattre le communisme, non pas en essayant d'ostraciser ceux qui avaient de la sympathie pour eux, mais par le biais d'un dialogue éclairé. Et donc, c'est par le débat des idées que l'on devait renverser le communisme. Et malheureusement, mal lui en sera pris. Lorsqu'il aura décidé d'aller, il faut savoir que Charlie Chaplin, il était d'origine britannique. Et donc, un jour, lorsqu'il décide en 1954 de faire un voyage à Londres, son visa long séjour lui sera annulé et il n'aura plus la possibilité de retourner aux États-Unis et il terminera ses jours en Suisse. Et donc, c'est vraiment, et par la suite, après les années 60, bien entendu, on va se rendre compte que la plupart des attaques qui étaient portées contre les personnes qui étaient blacklistées, contre les personnes qui étaient soupçonnées de collusion avec l'Union soviétique, étaient faites sur des fondements. D'abord, il n'y en avait aucun, et s'il y en avait, c'était pour la plupart du temps des fondements fallacieux qui ne visaient en fait qu'à nuire à la notoriété ou à l'image d'une personne. Et donc, tout ça va finir par retomber, et donc, par la suite, cette page va véritablement prendre un terme à la fin des années 60, mais elle va laisser une tache indélébile sur l'histoire des États-Unis parce qu'elle va montrer que même une grande démocratie, elle n'est pas à l'abri d'un égarement qui l'amène à se comporter exactement comme un État totalitaire. Et on est encore dans cette situation-là aujourd'hui. Lorsque l'on regarde dans les pays dits démocratiques, au nom de la protection de la liberté de la presse, on se met à poser des actes qui sont, ma foi, à ne pas envier à des pays totalitaires ou qui sont semblables aux pays totalitaires. On prend par exemple le cas de la liberté de la presse. Dès lors que dans un pays dit démocratique, on soupçonne, on attaque un organe de presse ou un groupe de presse de propagande de l'ennemi parce qu'il énonce des idées qui sont différentes de la doxa populaire, tu vois que là, on n'est plus dans une démocratie. À l'instar de ce qui s'était passé aux États-Unis durant cette période sombre-là des années 50 jusqu'à la fin des années 60, c'est une période qui aura fait énormément de mal parce qu'elle aura divisé profondément les Américains et il va falloir attendre l'arrivée au pouvoir de John Fitzgerald Kennedy en 1961 pour mettre véritablement un terme au macartisme, pour réhabiliter un certain nombre de personnes qui avaient été injustement frappées par ce courant-là. Et à partir de cet instant-là, les Américains vont commencer d'abord par panser leurs plaies et à se réconcilier entre eux. Mais évidemment, cette page reste encore aujourd'hui une page véritablement sombre de l'histoire contemporaine des États-Unis. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.